Donc, notre invité de ce soir, c'est Gilles Boeuf. Donc, bonsoir Gilles et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, Gilles, ton parcours est extrêmement riche et foisonnant. Tu es océanographe, donc spécialiste en physiologie environnementale et en biodiversité. Donc, tu as présidé pendant 7 ans le Muséum d'histoire naturelle de Paris entre 2009 et 2015 et tu as été élu professeur invité au Collège de France pour la chaire Développement durable, environnement, énergie et société. Tu as aussi présidé ou participé à de nombreux conseils scientifiques, hein, notamment celui qui s'est tenu pour la COP 21 lorsque Ségolène Royal était ministre. Et aujourd'hui, eh bien, tu es professeur émérite à Sorbonne Université et président de CEBIOS. Donc CEBIOS qui est le centre d'études et d'expertise pour l'étude du biomimétisme et de la bio-inspiration. Voilà, donc effectivement, on voit que tu es un homme très occupé. Donc déjà, merci de t'être rendu disponible pour la Tara Academy ce soir. J'ai une première question, Gilles. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Bon, je dors pas beaucoup, donc quand je ne dors plus, je me réveille, je me lève. Bon, c'est un petit peu aujourd'hui un combat effectivement engagé pour expliquer à l'humanité qu'elle doit arrêter ses bêtises. C'est quelque chose où on parle beaucoup du climat, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et ma mission, c'est d'expliquer au monde de l'entreprise, partout où je vais, hein, également dans les grandes écoles, je suis enseignant un peu partout. Je dois être le seul à enseigner dans des écoles aussi différentes que HEC, Sciences Po à Paris, l'école des mines, Centrale Supélec, mais aussi l'école de la magistrature, les facs de médecine, les écoles vétérinaires, l'université. Cette question de c'est quoi le vivant et de rappeler à l'humain qu'il est vivant et puis que ce vivant, effectivement, on est en train de l'abîmer beaucoup et que si on l'abîme, on abîme aussi les humains et l'humanité. Donc, c'est un peu le combat que j'ai depuis longtemps. D'accord, un beau combat. Alors, on t'a demandé de nous ramener un objet emblématique qui, justement, pour toi, illustre un petit peu ce sujet. Est-ce que tu pourrais Il nous faut y aller présenter? chercher parce que je l'ai laissé dans la pièce d'à côté. Je vous le rapporte tout de suite. Pas de problème. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Nous commençons tout juste hein, la Terre Academy, donc pas d'inquiétude. Vous n'avez pas raté grand-chose pour le moment, si ce n'est la présentation de la riche biographie de Gilles Boeuf. Voilà, excusez-moi, je l'avais hier soir. Voilà. C'est quoi cet objet? C'est un caillou taillé. Celui-là, il vient effectivement de la Vienne. On l'a ramassé il y a une vingtaine d'années sur un champ. On reconnaît bien ce gisement. Il est super intéressant. Donc, c'est un outil taillé par des humains dits préhistoriques. Et le gisement est assez ancien ici. On a des gisements entre 100 000 et 50 000 ans. Alors, c'est quoi? Ça s'appelle un biface parce qu'il a deux faces, effectivement. Il tient bien hein, dans la paume de la main, comme ça. Voilà, on peut s'en servir pour frotter, pour gratter, pour écraser, pour casser, pour tuer, tout ce que vous voulez, pour blesser. Et cet outil, c'est ce que l'humain a entre 3 millions d'années et puis même encore aujourd'hui, il y a des tribus au monde qui font encore des outils taillés. Le premier qui les découvre, ils appellent ça des galets aménagés, bouchés de perte, hein, dans le nord de la France. Puis après, on va en retrouver beaucoup en Afrique, sur les gisements africains d'hominidés. Alors pourquoi il me fascine cet objet? Parce que c'était la seule arme et le seul outil de l'humain durant 3 millions d'années. Et encore, je vous dis, il y a encore des gens qui vont l'utiliser aujourd'hui. Et tant qu'on avait que ça, ben, on ne faisait pas trop de mal à l'environnement. C'était très utile. On se les passait dans les familles, de père en fils, pendant toute la durée de ces temps préhistoriques. On a un gisement magnifique en Espagne, à Burgos. On a retrouvé en fait des crânes humains, une vingtaine de crânes humains en très bon état, à 1,5 million, hein, c'est très vieux. Et puis un biface comme ça, qui n'avait jamais servi. Comment on le sait? Parce qu'en fait, la microscopie électronique, un balayage là-dessus, il n'a même pas servi à couper une seule fois une pomme. Donc, il est sacré, hein, un objet comme ça qui n'a pas servi. Alors qu'au départ, on se les passait ensemble. Je raconte souvent l'histoire de l'abri Pato aux Hésites Taillac en France, sur un gisement du muséum, où on a effectivement trouvé un biface assez frustre. On travaille sur une partie, plus élaborée sur l'autre. Et en fait, on a recréé l'histoire. C'était un néandertalien il y a 100 000 ans qui l'a utilisé, puis il est mort, il l'a perdu. Et un sapiens, 50 000 ans après, le trouve dans un champ, se rend compte que l'objet déjà a été façonné, et il reprend le travail. C'est magique, hein, le passage sur 10, 20, 30 000 ans de différence.
du travail de la pierre d'un néandertalien à un sapiens. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que quand l'humain quitte ces objets, ces bifaces, et passe aux armes de jet, la lance, le propulseur, l'arc et la flèche, beaucoup plus tard, au XIIIe siècle, les armes à feu, hein, eh bien tout va changer. Et là, l'humain va avoir un moyen, effectivement, sur le reste du monde très différent. Je tue à distance, ça va tout changer. D'ailleurs, quelquefois, je dois reconnaître que je ne suis pas un anti-chasse, mais des fois, il m'énerve un peu quand même, hein, quand tu vois qu'il tue les pinsons des arbres. Je me dis, voilà, je vous donne un biface comme ça, allez me tuer un sanglier avec. Il ne s'y risque pas parce que le sanglier, il a vraiment ses chances dans ces conditions-là. Idem, quand on tue un éléphant avec une balle blindée à 300 mètres, il n'y a pas beaucoup de gloire à faire ça. Donc, c'est un peu mon objet magique que j'utilise souvent pour démarrer mes conférences. Très bien. Bah, justement, on va t'écouter puisque les enseignants sont venus t'écouter sur le sujet de l'humain dans le vivant. Donc, je vais afficher mon écran comme ça. Hop, je vais pouvoir mettre ton diaporama. Et puis, donc, je vais être ta petite main pour passer les diaporamas. Donc, je vais moi disparaître des écrans. Hop, et puis, je te laisse la main, Gilles. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Alors, bonsoir à tous, merci d'être là. Pourquoi ai-je choisi ce titre? C'est pour rappeler que l'humain est vivant. Les gens l'ont oublié. C'est assez effrayant, hein, mais je me rends compte aujourd'hui que on prend sa voiture, on ouvre un robinet, de l'eau qui coule, à peu près buvable, pas toujours, mais souvent, bah voilà, l'humain, oui, il est vivant. Et ceux qui se rendent mieux compte, ils sortent d'un cancer ou bien ils ont eu un grave accident ou des handicapés aussi. Je vois les gens des sports paralympiques en ce moment, c'est super intéressant de discuter avec eux. Être vivant, ça veut dire être conscient que qu'on est vivant. Et l'homme l'a un peu oublié, sinon il ferait beaucoup moins de bêtises que ce qu'il fait aujourd'hui, bien évidemment. Donc pour démarrer l'histoire, je vais vous montrer deux écosystèmes qui sont là. En bas, la forêt tropicale humide, l'endroit le plus riche au monde en nombre d'espèces ramenées à la surface, hein. Dans les collections du Muséum à Paris, 71 millions d'objets, vous vous rendez compte ce que c'est, hein. 55% des espèces que l'on a viennent des forêts tropicales humides. Donc, trois grands gisements, le bassin du Congo en Afrique, les grandes îles d'Asie que sont Bornéo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et en Amérique du Sud, bien sûr, l'Amazonie, à laquelle appartient la Guyane, qui est ici. Et puis, à côté, je vous ai mis l'équivalent marin, le récif corallien, qui est petit en superficie, c'est même pas 1% de la surface de l'océan. Et ça contient pourtant plus du tiers des espèces connues et décrites dans l'océan. Vous voyez l'importance du corail. D'ailleurs, Tara a fait une mission sur le corail, plusieurs même, hein, dans différentes zones du monde. Eh bien, le problème de ces zones-là aujourd'hui, c'est qu'elles sont très, très abîmées, hein. La forêt tropicale, elle part à la surface de la Grande-Bretagne chaque année qui s'en va. À ce rythme-là, on n'en aura plus à la fin de ce siècle. Et le corail, on a détruit la moitié du corail en 50 ans. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter, réfléchir à tout ça et arrêter ces bêtises? Parce que ces écosystèmes sont absolument essentiels. Alors, l'humain, bien sûr, sur des écosystèmes antérieurs construits, c'est l'image suivante. Et je vous ai mis ici l'image d'une ville chinoise, Shanghai, hein. On en parle beaucoup de la Chine en ce moment. Shanghai, simplement, c'est le tiers des Français dans la même ville. Donc, vous imaginez la pression sur les milieux, sur le vivant, hein. On détruit, puis le vivant revient. Ça donne de l'espoir aussi. Si je prends le cas de Paris, qu'on connaît bien en France, il y a à peu près 7000 espèces de plantes en France. On a fait le tour, on ne va pas en trouver beaucoup d'autres, de plantes sauvages, 7000 espèces. Il y en a 1000 dans Paris. Donc, ce n'est pas la forêt tropicale humide, mais le vivant revient après destruction. Et aujourd'hui, on vit en fait deux épisodes très importants. L'accélération du changement climatique que vous avez sur ces images, le niveau de la mer qui, effectivement, en bas est en train d'augmenter en relation avec la courbe d'en haut, qui est la température de surface de l'océan, la température également de l'air, hein. Eh bien, jusqu'aux années 90, ça a bougé un petit peu, mais ça s'envole vraiment là, et terriblement ces dernières années, puisque les années 2021, 2022 et 2023 sont vraiment exceptionnelles, hein. L'océan n'a jamais été aussi chaud qu'en ce moment. On a des épisodes de mortalité, bien évidemment. En plus, n'oubliez jamais que dans l'eau, plus il fait chaud, moins il y a d'oxygène. Alors, ça pose des problèmes pour des espèces qui n'ont pas une température constante et qui ont besoin de plus en plus d'oxygène. Et à un moment, vous imaginez bien, la machine va casser. Et cette montée du niveau de la mer, elle préoccupe tous les humains qui habitent au bord de la mer. Plus de la moitié des humains aujourd'hui, hein. Si j'enlève les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de la mer, très peu, Chicago, Moscou, Paris, toutes les grandes villes du monde, en Amérique, en Asie, du nord, du sud pour l'Amérique, en Europe, en Afrique, sont au bord de l'océan. Donc, des questions très préoccupantes. Comment ils faisaient les hommes préhistoriques avec leurs bifaces avant? Ils arrivaient au bord de la mer,
Ils mangeaient les moules et puis les huîtres qui étaient là. C'était plus facile à attraper qu'un rhinocéros, hein. Puis quand ils avaient tout mangé, ils allaient ailleurs. Nous, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. On ne peut plus aller ailleurs parce qu'on a fait des villes, bien évidemment, hein. Donc, question très lancinante. Premier problème, le climat. Le second, sur l'image suivante, je vous ai mis un petit peu une espèce emblématique que je connais bien. Là, je vous parle ici ce soir de Bordeaux. Eh bien, c'était l'espèce emblématique, l'esturgeon européen, Acipacer sturio, en train de vraiment disparaître. Quand on a voulu intervenir avec les amis de l'IRSTEA, devenu l'INRAE il y a quelque temps, il y a une vingtaine d'années, pour faire du repeuplement, capturer des femelles sauvages, on a mis des années à en trouver. Il ne reste pas 200 individus dans la nature aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce pauvre animal, cette femelle qui fait 100 kilos, elle peut avoir 2 ovaires de 10 kilos. Et aujourd'hui, le caviar, ça se vend à 3 000 € le kilo. Donc, on les a détruits par cupidité aiguë. Et puis, ces gros poissons ne se défendent pas devant des chaluts, bien, il est parti. Alors, c'est un problème qui est très intéressant de réfléchir un petit peu au fait que l'humain ne réfléchit pas, ne protège pas la ressource, et puis on la détruit, tout simplement. Alors qu'il fut une époque, avant 1920 en France, on ne mangeait pas les œufs d'esturgeon. On donnait ça aux poules, me disaient des très vieilles personnes là, qui ont dépassé les 100 ans, ces années écoulées. Donc, le climat d'un côté, le vivant s'effondre à une vitesse environ aujourd'hui entre 100 et 1000 fois plus rapide que si l'humain n'était pas là. Quand on fait bien sûr des retours sur le passé en paléontologie. Et dernière petite image, c'est à nouveau, parce que les problèmes actuels amènent aussi de nouvelles espèces qui apparaissent. Alors celui-ci ne paye pas de mine, il s'appelle coronavirus 19, 15 gènes, nous on en a 22 000, hein, tous les humains qui parlent et qui m'écoutent là, à 22 000 gènes, il y en a 15. Il nous a sacrément empoisonnés, il n'a pas de tête, pas de patte, pas d'intention, pas d'idée, c'est un virus. Une obsession, se reproduire. Et pour se reproduire, il faut qu'il puisse pénétrer dans une cellule plus élaborée. Et là, il va utiliser la machinerie de la cellule pour se développer. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? L'humain ne l'a pas inventé. On a écrit tellement de bêtises sur le Covid-19. Il apparaît effectivement en Chine durant l'été 2019. Il vient de chauves-souris. Nous sommes formels, on les connaît bien depuis longtemps. Ces chauves-souris ont beaucoup, beaucoup de virus. Et bien, il fallait leur foutre la paix, ces chauves-souris. On l'a ramené dans un laboratoire ou sur un marché, comme le SRAS de 2003. Et puis, ensuite, on l'a disséminé à une vitesse absolument effroyable. Donc, je disais en 2020, dans un papier que j'avais fait dans une revue d'économie qui s'appelle La Tribune, je disais, notre ennemi n'est pas le virus, notre ennemi, c'est nous-mêmes qui créons les conditions du saut d'espèces, on change d'espèce, et bien sûr, la diffusion extrêmement rapide par les moyens actuels. Donc, pour clore là-dessus, je préfère le mot d'intranquillité tel que je l'ai écrit là, d'abord parce qu'il est inventé par une femme qui s'appelle Muriel Fliss, qui est philosophe au CNRS, et elle a emprunté à Pessoa, l'auteur portugais. L'intranquillité, c'est le fait d'être en fait vigilant, un peu intranquille, pas paralysé par les problèmes qui nous arrivent, mais vigilant, regardant, on fait attention et surtout on développe une culture de l'impact. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Si tous les jours on travaillait comme ça, vous allez repousser Alzheimer de toute façon, et puis on arriverait beaucoup mieux à imaginer ce qui peut se produire quand on fait ou quand on ne fait pas. Alors sur l'image suivante, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de tout ça avec les interrelations entre le monde minéral antérieur et le monde vivant. Donc le monde vivant, il a combien de temps? Bon, la Terre, elle est bien datée, hein. On a pas mal de méthodes pour faire ça. On est toujours à peu près à la même époque. 4,6 milliards d'années, 4600 millions d'années. C'est cohérent par rapport à ce qu'on connaît. Le vivant n'existe pas depuis le début. Le vivant s'installe sur la Terre vers un peu moins de 4 000 millions d'années, 3,9 milliards d'années. Le vivant, au départ, c'est une grosse cellule, hein, une membrane, de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur. Et ça communique en permanence. C'est très important d'y revenir tout le temps et de se rappeler que l'humain, c'est ça aussi. Un bébé humain qui naît, il est fait d'eau liquide, 3/4 d'eau liquide, un bébé. Hein. Il est fait de sel, il est fait de cellules, il est fait de membranes, comme n'importe quel autre être vivant. Et ça, il faut se le rappeler en permanence pour nous rabaisser un peu le caquet et éviter cette imprévoyance qui nous caractérise avec cette arrogance qui va avec. Donc là, je vous ai mis une météorite dans un bocal. Là. Ce caillou, il tombe sur Toulouse en mai 1864 et un brave paysan le ramasse. Il fait 11 kilos. On l'oublie dans une caisse à oignons pendant des années. On le retrouve, on l'analyse avec les nanosondes de la rue Cuvier à Paris. Et puis là, on sort le chiffre.
ce caillou à l'âge de la Terre et du Soleil. C'est merveilleux, c'est moche comme tout, mais c'est génial. Et c'est ça le rôle de la science. À partir d'objets apparemment complètement insignifiants, vous racontez de merveilleuses histoires. C'est un de mes leitmotifs, vous mettre dans le merveilleux. On est en train de détruire ce qui est incroyablement merveilleux. Plus on travaille, plus on se rend compte. On écrase quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tout est là. Et Tara, quand il fera les premières récoltes de plancton, il y a maintenant, c'est en 2009, au large de l'Orient, en ramassant des milliards de cellules, de virus, de bactéries, de protistes, hein, des microalgues, ils vont se rendre compte effectivement que ce vivant est extrêmement conséquent, organisé, bien plus d'ailleurs dans une attitude de coopération que de compétition. Et ça, il faut revenir bien sûr toujours en permanence. Donc, le vivant va s'installer sur cette géologie, cette géodiversité antérieure, et puis il s'installe en tenant compte des réalités de la physique. Vous faites de la physique, beaucoup d'entre vous, n'oubliez jamais une chose, hein, le vivant, il est récent. Les lois de la physique, elles sont universelles depuis toujours, dès que l'univers existe. Combien de temps? On ne sait pas. Les lois de la physique, ce sont les mêmes, ça ne change pas. Le vivant a dû tenir compte des lois de la physique pour s'installer, se reproduire, se disséminer, et puis continuer à exister aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important. Et la physiologie, qui est vraiment ma science de base, eh bien, c'est la relation entre la physique et puis cette biologie qui a besoin, pour exister, de conditions bien particulières, en particulier, bien sûr, d'eau liquide, dans des plages de température entre 0 degré quand la glace se prend en masse et 100 degrés quand l'eau s'évapore. Ça, c'est intéressant. Il peut y avoir de la vie au-delà et en dessous, mais pas très active. Alors, sur l'image suivante, je vais vous montrer un estuaire. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'un estuaire, c'est un fragment d'eau entre l'océan et les continents, la rivière. Alors, en amont, vous avez de l'eau douce et en aval, de l'eau de mer. Et je vous ai mis les chiffres ici qui composent cette eau dite saumâtre. Ben, les chiffres que j'ai mis là, tout simplement, c'est votre sang à tous en ce moment. Regardez avec attention votre prochaine prise de sang. Je ne sais pas s'il y a des médecins qui m'écoutent, hein, mais tous les humains, 142 millimoles de sodium, 105 millimoles de chlorure, 3 millimoles de potassium. Tiens, mais c'est un petit morceau d'océan. Ben oui. Chaque humain a au sein de lui-même, dans ses cellules nerveuses, dans ses intestins, dans ses muscles, partout où il est, un petit océan 3 fois moins salé que le grand frère. Déjà, ça devrait nous ramener à beaucoup plus, effectivement, d'humilité par rapport au système. Nous sommes cela, on l'a oublié, c'est pour ça que ça ne marche pas aujourd'hui. Et lié à ça, on partage de l'ADN en commun. Tout à l'heure, je vous montrais des images du plancton que Tara ramène. Bien, quand vous séquencez effectivement des microalgues du plancton et puis un corps humain, un bébé à la naissance, hein, ben vous avez une très bonne homologie, vous avez 30%, 25% des gènes qui sont les mêmes. Avec un fruit, avec un insecte, c'est également les 2 tiers de gènes qui sont en commun. Admettons-le, nous sommes un fragment du vivant sur la Terre, pas un truc à part quelque part. Et pour terminer, nous sommes profondément animaux. Moi qui ai travaillé longtemps, je suis endocrinologue sur mes poissons. Eh bien, nous avons la même glande thyroïde qu'une truite. Voilà, c'est clair. Hein, il faut vous en persuader. Si ça ne vous plaît pas, ça va être égal. Et ça veut dire qu'on est totalement animal. On n'est pas que ça, puisqu'on communique ici en ce moment par nos technologies. Mais on est profondément animal. Et je vous ai mis ici les plus anciens êtres vivants connus sur la Terre, dans les collections du Jardin des Plantes à Paris, des cyanobactéries d'Australie, datées à 3,45 milliards d'années. Et sur la suivante, là où vous êtes, il y a une flaque d'eau. Regardez-la un petit peu avec attention et tendresse. Et bien dedans, il y a des cyanobactéries. Comment ils ont fait pour durer aussi longtemps? 3,5 milliards d'années. Ben, c'est la plus belle entreprise que la Terre ait jamais portée, la vie et le vivant, bien évidemment. Hein. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Pour dire très court, c'est la partie vivante de la nature. C'est ça la biodiversité et le vivant. Sur la suivante, c'est quoi ce vivant? Alors, on a dit des cellules, de l'eau liquide. Bien avant l'ARN et l'ADN, la première molécule du vivant, c'est l'eau liquide. Et là-dedans, dans cette eau liquide, plein de choses vont se passer. ARN et ADN vont se développer, la photosynthèse, hein, qui est la première grande chimie, une des premières grandes des êtres vivants élaborés à partir des bactéries, ça se fait dans de l'eau. Sans eau, il n'y a pas de photosynthèse possible. Hein. Photosynthèse, donc avec des pigments qui vont récupérer la lumière, lumière plus CO2 qui nous empoisonne aujourd'hui, et vous produisez tout le système, c'est-à-dire de l'oxygène et des sucres. Voilà, tout est parti comme ça.
à partir de bactéries qui sont ici en vert, là. Donc une membrane, de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur, et ça communique. Tout est là, où que vous soyez. Le siège sur lequel vous êtes assis en ce moment, ce que vous allez manger tout à l'heure, ce que vous avez bu tout à l'heure, c'est plein de bactéries. Votre lit, vos trous de nez, vos cheveux, votre tube digestif, votre utérus, mesdames, c'est plein de bactéries. C'est génial. Et c'est ça la clé du système. Vous verrez, moi je raconte le vivant avec une goutte d'eau de mer, et Tara m'a beaucoup aidé à raconter cette histoire, un sol et un morceau d'intestin ou d'utérus. Avec ça, on peut raconter l'histoire de la vie. Alors après les bactéries, vous avez les protistes, apparus un peu plus récemment. Alors les cellules sont plus grandes et elles ont un noyau. C'est la différence par rapport aux bactéries. Là, je vous ai mis des travaux de Tara, des dinoflagellés que Tara ramène durant ses campagnes. Alors vous me direz, bah oui, bah c'est joli, des petites microalgues, mais bon, on s'en fout, hein. C'est des élucubrations des colons farfelus, oui. Ça nous fait plus de la moitié de l'oxygène de la Terre, autant que les forêts et les arbres. Alors arrêtons. Hein. Ayons cette humilité de l'admettre. Hein. Il y a la végétation terrestre par la photosynthèse, mais le plancton marin est extraordinairement puissant. Et si je mets toujours avec ces cellules après des protistes autres qui sont les levures, hein, les levures, bah sans levure c'est simple, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage. Alors là, bah oui, peut-être que ça sert à quelque chose. Vous voyez que ce vivant est indissociablement lié à l'histoire de l'humanité. Hein. Nous ne mangeons que du vivant et nous ne coopérons qu'avec du vivant. Et on sait maintenant, hein, je parlais de l'utérus tout à l'heure, mais c'est pareil pour le tube digestif, hein, quand nos relations ne vont pas bien avec nos bactéries dans nous et sur nous, et bien c'est des maladies très graves, on a dit. C'est l'obésité d'abord, c'est Alzheimer, c'est l'autisme, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle. Donc c'est là que l'humain doit s'arrêter et réfléchir beaucoup plus à ce qu'il fait. Donc des bactéries, des protistes, des grosses cellules de la noyau, puis après des champignons, des plantes et des animaux. Voilà, c'est ça le vivant. Et l'humain est dedans. Tout à l'heure, on l'a vu, l'humain est profondément animal, mais il n'est pas que ça, puisqu'il est capable de discuter, comme on le fait ici, de produire quelque chose. Et c'est un petit peu le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que cet animal-là particulier a pris une importance assez effroyable. Hein, et malgré son intelligence, malgré ses connaissances, il continue à détruire partout. Ce qui est totalement irresponsable. Hein, cynique, irresponsable, pour une économie qui n'a rien compris à l'histoire naturelle. Si demain, c'est le cours que je fais à Sciences Po à Paris, de l'histoire naturelle à l'économie des hommes. Si on reprend le système en mettant en avant d'abord les clés mêmes du vivant, on n'aura pas le même du tout d'économie, avec des partages beaucoup plus considérables que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous voyez que le seul endroit où la vie n'est pas sur la Terre, ce sont les laves de volcans. Les images de la Palma, il y a quelques années, vous vous rappelez, ben voilà, au-delà de 1000 degrés, il n'y a pas de vie. Au milieu, l'image, elle est faite à la Réunion sur des laves refroidies. Le vivant va s'installer. Dès que c'est refroidi, apparaissent des bactéries, des protistes, des champignons, des plantes et des animaux. Et le vivant reprend effectivement le dessus dans les systèmes. C'est ça le vivant. La suivante. Alors, c'est mon petit virus tout à l'heure. Alors ici, c'est le travail pour lequel nous sommes rémunérés au muséum, faire de la phylogénie. La phylogénie, c'est l'étude des relations entre tous les êtres vivants sur le plan génique et génétique. Alors ici, vous avez la première cellule du départ là, qui est ici, là, au centre du petit diagramme. Et toute la périphérie, vous le regardez là, tout ça, ce sont les animaux, les êtres vivants actuels. Donc bactéries, protistes, champignons, plantes et animaux. Alors on en connaît à peu près 2,5 millions aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus que ça. En fait, on estime qu'on connaît peut-être 15% du terrestre et puis 10% du marin à l'heure actuelle, mais on n'en sait trop rien. Et tout ça part très vite. Donc, je vous passe 3 images suivantes. Celle-ci, c'est un cadeau que je vous fais. Une campagne en Corse en janvier 2022. On trouve cette nouvelle espèce. Alors, elle a toujours été là, mais personne, aucun scientifique ne l'avait remarquée. Puis souvent aux écologistes, hein, il n'y a pas d'espèces remarquables. Il y a des espèces remarquées par l'humain. La vache, parce qu'on la mange. Le chien, parce qu'on l'a domestiqué. La pomme de terre, la carotte, parce qu'on en a besoin pour nous nourrir. Hein. Mais elles n'étaient pas remarquables a priori. Elles sont remarquées par l'humain. Et bien ça, c'est l'image de mer. C'est joli parce que c'est rare qu'on trouve encore aujourd'hui en France des espèces nouvelles aussi grandes. Hein. En gros, on trouve à peu près 100 espèces nouvelles par an en France en ce moment, mais surtout des micro-organismes. À gauche, je vous ai mis le Prolagus, qui était le lapin rat.
un animal qui faisait 40 cm de haut, 30 cm, qui vivait que en Corse. Les humains ont des bateaux suffisamment conséquents pour leur permettre d'aller en Corse. Il y a 8000 ans, on arrive en Corse, on découvre le Prolagus. Il y a 6000 ans, eh bien, il n'y en a plus. On les a tous mangés. Il y a aussi l'histoire, pas en Corse, mais en Sicile, d'un éléphant nain qui existait dans pas mal d'îles de Méditerranée. Eh bien, c'est comme ça qu'est née la légende du cyclope, hein. Ils avaient trouvé des gros crânes d'éléphants nains adultes, ils faisaient même pas 1 mètre de haut, donc c'était des petits éléphants. Dans les îles, les gros animaux sont plus petits, et sur les continents, les grands animaux, pardon, dans les îles, les petits sont plus grands et les grands sont plus petits. Voilà, pour des raisons d'écologie, de la proximité et la taille de l'île, bien sûr, hein. Bah, le Prolagus, il est parti, il n'y en a plus. Au milieu, je vous ai mis le Beiji, le dauphin de Yangtze. Alors, on discutait avec lui de l'écolocalisation jusqu'en 2007. Depuis, c'est fini. Aucun Beiji ne répond. Ils sont partis, détruits par la pollution des fleuves, les hélices qui les ont découpés en morceaux et les massacres par les humains. Donc, c'est une histoire quand même qui est très triste, tout ça, hein, la relation de l'humain avec ce monde vivant, et pourtant duquel il dépend totalement et auquel il appartient complètement. La suivante, je vous ai mis des écosystèmes. Alors, vous connaissez ça. C'est quoi un écosystème? C'est une construction biologique sur de la géodiversité antérieure. Alors, prenez vos préférés, la forêt, le récif corallien, les rivières, les zones humides, les plaines céréalières, les pôles, les déserts, la montagne. Ça, ce sont des écosystèmes. Et donc, il s'installe, il se construit, et puis après, ben, il va effectivement se perpétuer, hein, avec des relations entre tous ces êtres vivants. L'aspect relationnel est fondamental dans le vivant. Et sur l'image suivante, n'oubliez jamais cet écosystème-là. Il est au sein de chacun d'entre nous. Là, je vous ai mis un utérus féminin avec l'intestin d'un bébé à la naissance. Quand le bébé naît, il est quasi axénique. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas ou très peu de bactéries dans son tube digestif, hein. Il perçoit un tas de sensations, mais pas de germes qui passent de l'extérieur au bébé. La maman le protège, hein, par ses barrières placentaires. Et puis ce bébé, quand il va naître, il va bien devoir sortir de la maman. Et en sortant par les voies naturelles, il ne va non pas se contaminer, mais s'ensemencer des bactéries de l'utérus maternel. Je vous montrerai des images tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez passionnant. La suivante. Alors, comment est-ce que l'humain s'est représenté cette diversité biologique, cette biodiversité? Le terme, il est récent, 1985. Il n'est pas inventé par n'importe qui, c'est Walter Rosen, une nouvelle école qui s'appelle l'écologie de la conservation. C'est vraiment nouveau, hein. Alors là, je vous ai mis les plus belles peintures du monde, extrêmement anciennes. C'est la grotte Chauvet. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois dans l'original, et j'en pleure à chaque fois, hein. Des lions incroyables, des chevaux, des rhinocéros, des panthères, des hyènes. En France, dans l'Ardèche, ben voilà, hein, tout ça, c'est super intéressant. Et je reviens tout à l'heure à ce paysan qui a ramassé la météorite d'Orgueil et qui nous l'a livré. À quoi ça sert de ramasser un caillou? À rien, mais c'est génial. Il n'y a que l'humain qui sait faire ça. À quoi ça sert de faire ces peintures? À rien, c'est génial. Et c'est ça la signature de l'humain par rapport au cortège d'autres espèces animales. L'humain est vraiment particulier. Et c'est la naissance de l'art, bien sûr, hein. Picasso et Dali, qui avaient vu, non pas Chauvet, parce qu'on l'a trouvé après leur mort, mais qui avaient vu Lascaux, hein, étaient émerveillés et éblouis. Alors à l'époque, ils ne connaissaient pas les micro-organismes, hein, mais ils peignaient et dessinaient ce qu'ils avaient vu quelques jours auparavant. Sur la suivante. L'eau, quelques mots sur l'eau, je ne peux pas ne pas le faire, hein. Je suis également extrêmement intéressé, je travaille beaucoup sur le rôle de l'eau dans les systèmes biologiques, hein. Ben voilà, un désert, Atacama, le désert le plus sec du monde, parce qu'il ne pleut pas. Et tous les 12 ou 13 ans, à la périphérie de ce désert, il se met à pleuvoir. Et sur l'image suivante, vous avez ce qu'il se produit en quelques jours. C'est le miracle de la vie. C'est émerveillant. Vous voyez les fleurs là, mais imaginez les papillons qui viennent avec, puis les oiseaux. Ça va durer 3 semaines. Il arrête de pleuvoir, et puis ça repart pour 12 ans vers l'aridité extrême. En fait, tout est dans le sol et attend la molécule clé, la goutte d'eau liquide, hein, essentielle, pour que la vie puisse s'exprimer. Et sur l'image suivante, je vous ai mis une irrigation du Nil au Soudan, où on crée de la biodiversité et du vivant à partir de l'irrigation de l'eau du Nil. Tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide, hein, des virus aux humains. Un bébé humain qui naît, je le répète, c'est 3/4 d'eau liquide. La suivante. Voilà, alors la biodiversité, souvent, on imagine que c'est ça.
Là, nous sommes une équipe du muséum, une trentaine de personnes, il y a un peu plus de 10 ans, sur une plage de Guadeloupe, dans le parc de Guadeloupe, on a fait un énorme trou et on trouve des trucs qu'on n'avait jamais vus parce qu'on n'était jamais allé les chercher, en fait, hein. Et là, bien sûr, je vais vous séduire, je vais vous plaire, là. Je vais vous m'aider à sauver la biodiversité. Je vous ai pris les jolis. Alors, si vous avez des grands yeux bleus et des grands cils, vous êtes sauvés. Mais quelquefois, si vous êtes un petit minable avec des poils et des épines, ça marche moins bien. Sur l'image suivante, vous allez le voir. Alors là, on me dit attention, professeur, écoutez, on n'a pas beaucoup de sous, hein. On veut vous aider à sauver le crabe bleu, mais pas ces trucs affreux et moches. Ben voilà. Vous savez, le poisson à gros nez qui est là, ou le rat top nu en bas, bah écoutez, ils ont des filles gras top nu et des garçons rat top nu aussi moches mais géniaux, et ils font des bébés aussi moches que les parents, sur nos critères à nous. Mais ils sont géniaux. Le rat top nu est capable d'arrêter son vieillissement. Donc ça, c'est intéressant d'y revenir en permanence, hein. Le vivant, c'est pas que des beaux ou des moches, c'est beaucoup plus subtil que ça, un ensemble d'interrelations. Sur l'image suivante, voilà, c'est ça la biodiversité. Ben voilà, tout simplement. Vous comprenez que j'arrive avec ça à persuader des hommes politiques ou des directeurs d'entreprise, hein. Ils sortent, on sort d'une collection de papillons ou de jolis coquillages, hein. Si j'enlève le verre des bouteilles ici, là, et puis le nickel des couverts, c'est que de la biodiversité, hein. Et vous vous rappelez mes protistes tout à l'heure, mes levures, hein. Sans levure, ça n'existerait pas. On ne mange que du vivant et on ne coopère qu'avec du vivant. C'est absolument essentiel de se le rappeler tous les jours, à chaque seconde de notre vie. La suivante, c'est les animaux domestiques que l'humain s'est mis à élever. Les vaches, il y a 10 000 ans. Hein, on va élever les chèvres et puis les cochons. On a des preuves des cochons qui arrivent à Chypre par des travaux du muséum il y a 11 400 ans. Ils arrivent par des premiers bateaux des humains. C'est pareil pour les îles de la Sonde. Ils passent de l'Inde à Sumatra. Et puis les poulets. Les poulets, c'est un peu plus récent, mais aujourd'hui, 30 milliards de poulets dans nos élevages, c'est beaucoup trop. Hein, ils pèsent plus lourd que tous les oiseaux de la Terre. Donc vous voyez que notre ennemi, c'est souvent la démesure, en fait, qu'on ne sait pas du tout gérer. Deux très jolis livres à lire. Jamais seul de Marc-André Sellos sur la vie d'un arbre avec ses micro-organismes. Et Éric Batteste, tous entrelacés, sur le démarrage de la vie d'un bébé et ses relations avec les micro-organismes de l'environnement. La suivante. Voilà une image de Tara. Je vais quand même vous en passer une, on les aime, hein, sinon on ne serait pas là ce soir, nos amis de Tara. Une goutte d'eau de mer, des milliards de virus, des millions de bactéries, des centaines de milliers de protistes, hein, ces microalgues. Là, je vous en ai mis en agrandissement avec des photos des collègues de Roscoff, là, sur la droite, avec la goélette au-dessus. Ben voilà, on part en 2009, on rentre en 2013 et on ramène 600 000 séquences pas connues. Extraordinaire. 13% du vivant connu aujourd'hui est présent dans l'océan. Sur l'image suivante, un sol. Alors ça, j'étais pas spécialiste, mais je me suis beaucoup intéressé depuis quelques années. C'est aussi important que l'océan. Vous avez l'océan et les sols. Un sol vivant, c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons. Ce sont des acariens, des collemboles, des nématodes, des lombriques, des tardigrades, c'est ça. Et les sols contiennent, dans nos connaissances actuelles, 2 fois plus d'espèces que dans tout l'océan. Fondamental. Et on a tué la moitié des sols par notre agriculture intensive. Engins trop lourds, labourage trop profond, chimie de synthèse délirante. Vous avez vu qu'encore en ce moment, on libéralise l'usage de pesticides, c'est une vraie catastrophe. Et je suis rarement péremptoire, là je vais être quelques secondes, on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Première action, remettre de la vie dans tous les sols de la Terre, c'est fondamental. Mon troisième et dernier écosystème, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur l'image suivante, je vais revenir à mon utérus là. Donc vous avez un utérus maternel bourré de bactéries, 1000 espèces hein, quand même connues de bactéries, c'est quand même pas mal, hein, et un tube digestif. Et quand le bébé sort, il s'ensemence de ces bactéries de sa maman. On sait maintenant que si ça ne se passe pas bien, le bébé a de graves problèmes par la suite dans son développement précoce. Rappelez-vous ce qu'est un bébé humain, hein, c'est un prématuré incroyable. Aucune espèce n'est comme ça. Hein. Si je pose un bébé humain après la naissance par terre, il est mort au bout de 20 minutes. Vous vous rendez compte? Donc, il n'est pas fini quand la maman le met au monde. La maman porte 9 mois, une maman chimpanzé qui partage avec nous 98% de nos gènes, elle porte 12 mois déjà, et le bébé chimpanzé est mieux fini. Au bout de 2 ans, on estime qu'elle est à peu près apte. L'humain, c'est 4 ans hein, avant de pouvoir se débrouiller. Donc voilà, l'énorme importance dans le développement humain post
effectivement, vie embryonnaire à l'extérieur, auprès de sa maman, son papa, tous les gens qui vont s'occuper de lui, bien sûr, bien évidemment, hein, ses enseignants. Ça, c'est extrêmement important. Et bien, regardez sur l'image suivante, c'est nos amis de Tara qui ont fait ça à Roscoff. En bleu, on a séquencé l'ADN de nos microalgues. En rouge, l'intestin du bébé, ben voilà. On a un bon tiers d'ADN qui est le même entre ces microalgues et puis l'humain. Alors qu'on rabaisse un peu notre caquet, on vient du même moule, du même système. C'est absolument fondamental. Et pour clore là-dessus, quand j'écoute certains hommes politiques actuellement autour de moi ces jours-ci, je me dis qu'il y en a eu quand même quelques-uns qui ont dû avoir un très mauvais ensemencement bactérien à leur naissance. La suivante. Voilà votre lit ce matin pour clore ce chapitre-là. Ben voilà, chaque lit humain, chaque matin, parce que vous avez dormi à 37 degrés dans un lit bien humide, après les ébats nocturnes, vous avez transpiré, ben voilà, c'est ça, entre 1 et 2 millions d'agariens. Ah, diantre. Ben voilà, c'est ça la relation entre l'humain et le vivant. Alors, à part des cas très particuliers d'hyperallergie, souvent liés d'ailleurs à des problèmes d'élevage, d'éducation et d'alimentation, ben c'est très bien. Ils mangent nos cheveux, ils mangent nos poils, les cellules de la peau qui s'en vont. C'est ça, en fait, l'intérêt du système. Ne l'oublions jamais. L'humain est profondément ancré dans ce vivant. La suivante. Alors, les grands moments, ça a été la domestication du feu, hein, au-delà de 500 000 ans en Afrique. Ensuite, sur l'image suivante, ça va être effectivement le néolithique, hein, l'invention. L'humain s'arrête de bouger, il invente ses outils plus sophistiqués, comme mon biface tout à l'heure, et puis là, il commence à élever, il commence à cultiver. Et puis la machine à vapeur, donc là, on va commencer à avoir des technologies qui vont exiger du charbon et du pétrole. Et puis pour moi, là où démarre l'Anthropocène, sur la suivante, c'est effectivement les explosions nucléaires au Japon dans l'année en août 45. Hein. Et là, on peut peut-être faire partir l'Anthropocène, on pourra en parler si vous voulez, qu'avait défini Paul Crutzen. Donc c'est ça qui est très intéressant, de voir l'influence de l'humain à l'heure actuelle sur les choses et sur les affaires en cours. Sur la suivante, voilà, quand l'Anthropocène. On passe à la suivante. Alors, il pète l'écologie aujourd'hui, productivisme agricole. Ça peut se résoudre avec le monde agricole, pas contre eux. Hein. On peut y aller, ça va nécessiter, on va voir, de l'agroécologie, de la polyculture, hein, un retour du vivant dans les sols, la cessation d'usage de produits dangereux. L'eau, on a vu l'importance de l'eau, donc l'eau, il faut beaucoup plus la protéger que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Hein. Ça va être le problème des années à venir. La pêche, pêcher c'est bien, surpêcher c'est stupide. Ensuite, bien sûr, tout ce qui concerne la forêt, donc ça c'est la surexploitation, pêche ou forêt. Ramener des arbres, s'il n'y a plus d'arbres, il ne pleuvra plus, on aura quelques soucis. Ensuite, c'est tout ce qui touche bien sûr aux questions de biodiversité dont on vient de parler depuis longtemps et qui s'effondre aujourd'hui. Et puis enfin, on empoisonne tout partout. Voilà, ça, pour moi, ces 6 aspects-là, je pense qu'on devrait pouvoir les régler avec la bonne volonté. Sur le prochain, c'est la 7e plaie, c'est le changement climatique qui va trop vite et on s'y est pris trop tard, enfin trop tard, très tard en tout cas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein. Mais il y a 2 aspects. Il faut qu'on freine ce changement climatique d'un côté, de l'autre, bien sûr, qu'on commence à adapter les humains. Il faut de très mauvaise foi pour dire que l'homme n'y est pour rien. Hein. On a fait des calculs mathématiques, même pas d'écologues, hein, qui nous montrent que mathématiquement, on ne peut pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui sans une influence directe des activités humaines. La suivante. Donc voilà, le vivant part, alors parce qu'on détruit et on pollue. Tu peux passer les 4 images si tu veux là. Donc, on détruit et on pollue, on surexploite, on transporte tout partout et le climat change trop vite. Ce sont les 5 causes de l'effondrement du vivant aujourd'hui. Donc arrêtons de détruire, arrêtons de polluer, arrêtons de surpêcher ou de surcouper les forêts, arrêtons de disséminer tout partout et freinons ce changement climatique et il faut qu'on s'y adapte. Le petit dinoflagellé qui est en bas, que connaît bien Tara, là, il s'appelle Alexandrium, il élabore une toxine qui tue un humain en 20 minutes, alors qu'on arrête de jouer avec des choses comme ça, bien évidemment. La suivante. Voilà, alors agriculture, on est parti sur des espèces sauvages que l'humain a domestiquées, plantes, ou sur la suivante, animaux. Pas prises par hasard, hein, c'est pas tout simplement, ils s'y sont prêtés assez bien, ils avaient des qualités, et les vraies sélections génétiques ont commencé au 19e siècle. Hein. Avant, on adaptait un petit peu de sauvage, mais et bien sûr en relation avec l'humanité qui est passée de 2 milliards d'humains en 1940 à 8 aujourd'hui.
Ça aussi, c'est une préoccupation majeure, bien évidemment. Les bananes viennent de Papouasie, les riz d'Asie, nord et sud de l'Himalaya, les blés d'Europe et d'Asie, la tomate vient du Mexique. Vous voyez que le maïs vient du Mexique, les petits pois également. Donc, tout ça a été introduit partout, hein. Et puis la poule, ben, elle vient d'Inde, hein, et maintenant elle est partout. Le lapin, il vivait uniquement dans le sud de la France, dans la péninsule ibérique. Il n'y a pas un seul endroit au monde où il n'y a pas de lapin aujourd'hui. Les chevaux ont amené partout, les chiens, les chats. Tout ça a été diversifié et emmené partout par l'humanité. La suivante. Donc ça, c'est la domestication. Vous voyez que étrangement, alors que l'humain naît en Afrique, il n'a pas domestiqué d'espèces africaines. Le zébu, qui est l'animal africain le plus domestique, ben, il vient d'ailleurs, il vient d'Asie, on l'a introduit d'Asie en Afrique, hein. Il reste de la grande faune en Afrique. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il en reste encore un petit peu, parce qu'elle a réussi rapidement à comprendre la dangerosité de l'humain et s'en méfie. Alors qu'ailleurs, ben, quand l'humain arrivait dans les îles en particulier, il détruisait tout, hein. L'humain arrive en Amérique du Nord il y a 18 000 ans, à 15 000 ans, il manque tout. Il manque tous les gros, même l'Italie en Australie, en Polynésie, en Amérique exactement pareil aussi, hein. Donc ça, c'est intéressant d'y réfléchir aussi. La suivante. Sur la suivante, voilà, l'avenir agricole, il est là. Comment nourrir demain 9 milliards d'humains, produire plus sans augmenter les surfaces agricoles. On veut garder de la biodiversité, des forêts tropicales humides, on veut garder notre corail et on veut garder aussi, bien sûr, les zones humides. Ne pas gaspiller l'eau, ça c'est fondamental. Arrêter les produits dangereux, pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, tout ce que vous voulez. Diminuer les engrais. Ensuite, il faut aussi continuer, bien sûr, à faire des produits qui soient sains, qui n'empoisonnent pas les gens, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Ne pas détruire le vivant, en tirer parti, faire de la polyculture. Ensuite, également, développer la polyculture, ramener de la vie dans les sols. Et également, bien sûr, créer d'emplois. Tout ça, c'est des vrais programmes de recherche, hein, qui sont menés par les agronomes aujourd'hui. Une petite image marine, après on va conclure. Les coquelicots, des symboles un petit peu de sol pas trop détruit. Alors sur le marin, je vous ai mis 4 systèmes marins qui sont pristines, hein, le corail, la mangrove, les herbiers de Posidonie en Méditerranée et la Dipsy, la mer profonde. Et ça, aujourd'hui, c'est profondément détruit sur le littoral et contaminé, dont sur l'image suivante, hein, 20 minutes de plongée à Bagnoul, c'est chez moi, ben, vous avez du plastique partout. Donc ça, quelque chose qu'il faut absolument aujourd'hui considérablement diminuer, arrêter, hein. Et il faut se dépêcher parce que ça va très, 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 très vite, hein. La suivante. Voilà, c'est un travail de l'IFREMER publié cette année qui nous montre en fait ce qu'on pourrait consommer de produits de la mer en fait sans trop mettre en danger les stocks. Donc espèces qui sont abondantes, pêcher comment? Donc vous voyez que la baudroie, tout ce qui est vert, on peut continuer à manger, coquille Saint-Jacques, baudroie, merlu, hareng, et puis d'autres qui sont intermédiaires, qui ne se portent pas si mal que ça. D'autres par contre vraiment effectivement aujourd'hui menacés parce que surpêchés, dégradés, détruits. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Et donc, voilà pourquoi je travaille avec les grands cuisiniers. Ça peut paraître bizarre comme type de corporation à travailler avec nous, avec des scientifiques, des écologues, des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, mais aussi les grands cuisiniers qui nous aident beaucoup à mettre sur le marché des produits qui sont effectivement vertueux par rapport au stock. La suivante. Voilà, je passe là-dessus. Vous connaissez le climat, hein, c'est les évolutions, c'est les travaux de Valérie Masson-Delmotte. Ça allait à peu près jusqu'en 90, puis ça commence à dérailler depuis. Et vous avez les 3 dernières années, là, 2021, 22 et 23, ont été absolument exceptionnelles et extrêmement inquiétantes, hein. Température absolue, sécheresse incroyable, inondation pas possible, comme en ce moment d'ailleurs, hein. Et ça va continuer. Il y a 20 ans que les climatologues nous disent vous aurez des longues périodes de sécheresse suivies par des périodes de précipitations intenses et d'inondations. Suivante. Voilà, donc tout ça est observé par des satellites, hein. Donc je vais passer rapidement là-dessus. La remontée du niveau de la mer, on la prend très très bien en millimètres près en ce moment. La mer monte 6 fois plus vite qu'il y a 40 ans. La suivante. Travaux des Nations Unies, donc on y va régulièrement, hein. Donc avec eux, on essaie d'élaborer des projets de gestion du climat et du vivant qui s'effondre. La suivante. Voilà, là ces cosmonautes russes là, nous indiquent que de leur petite fenêtre de cabine spatiale, comme l'a fait Thomas Pesquet, hein, ils voient la dégradation de la Terre. Thomas Pesquet me disait qu'entre ces 2 révolutions, avec 3 ans d'écart, hein, il a vu une forte dégradation du système Terre. Donc effectivement, hein, il est grand temps qu'on fasse attention à ça. La suivante.
Climat qui change, température de l'eau et de l'air, on fait défiler, fonte des glaciers, cyclones tropicaux, sécheresse, chute de l'oxygène dans l'eau, montée du niveau de la mer, acidification de l'océan. Tout ça se produit en ce moment avec des effets très délétères sur la viabilité, en fait, effectivement, de la Terre pour l'humanité. La suivante. Je vais conclure, Astravol d'Indra qui nous montre que ça va tellement vite que le vivant ne peut pas suivre. Hein. Là, il modélise des arbres dans l'est de la France et il montre que nos arbres ont fait le travail en montagne. Ils sont montés de 100 mètres sur 18 ans, mais ils n'y parviennent pas en plaine. Le climat change trop vite avant qu'ils puissent suivre la vélocité du changement. Ça aussi, c'est très préoccupant. Dans le Mercantour, qu'on a beaucoup travaillé, on a montré que monter de 100 mètres sur 18 ans, mais ça pose des problèmes tout bêtes du style, le diable est dans le détail, il n'y a pas d'abeilles quand on monte trop haut, donc c'est remplacé, la pollinisation est remplacée par des mouches aux pattes poilues qui font le travail, mais ces mouches ne font pas de miel, bien sûr. Suivante. Voilà, donc ça va être la conclusion, de prévoir à long terme, hein, en matière de tous ces aspects qui sont listés ici. Plusieurs solutions possibles, hein, la biorespiration, l'essence participative et One Health, le programme Une seule santé aussi, qui permettent de concrétiser un petit peu ces effets-là sur l'humanité. Oui, c'est bon. Sens participative, là, on a fait un travail avec 10 000 personnes, 15 000 personnes, et on montre qu'en 18 ans, nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord, nos papillons 114. Pour 1 degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. Dans l'hémisphère nord, c'est l'inverse, bien sûr, dans l'hémisphère sud. Sens participatif, c'est essentiel. Sur des protocoles scientifiques, tous les citoyens peuvent participer. La suivante. Voilà, Une seule santé. Je m'occupe de ce programme, moi, actuellement en Nouvelle-Aquitaine. Hein. Santé des écosystèmes, santé des animaux d'élevage, santé des humains, santé des plantes, hein, le mildiou de la vigne, les scolites sur la forêt landaise, les petits coléoptères, les pollinisateurs qui s'effondrent, les pollutions agricoles, les pollutions industrielles, hein, la tuberculose bovine en ce moment, les grippes de canard, tout ça est extrêmement intéressant et complètement lié. Et l'humain a de quoi effectivement s'intéresser à cela, sinon on aura quelques soucis. Pour terminer, voilà, s'inspirer. Alors ça, je pourrais vous faire une autre conférence un jour là-dessus. Hein. La vie était la plus fabuleuse des entreprises. Hein. On a créé le C-EBIOS, vous irez voir ce soir. Allez voir un site internet qui s'appelle Nature égale Futur. On a fait 50 petits films, c'est gratuit, superbe, où chaque petit film raconte une histoire de bioinspiration. On s'inspire des formes, des couleurs, de tout ce que vous voulez, des organisations bien sûr aussi. Hein. Et ça, c'est très intéressant comme approche aussi. On passe. Encore. Encore. Voilà, et on conclut sur le vivant. Pourquoi est-ce que le vivant a duré aussi longtemps alors que nous, comme on est parti là, on n'est pas pris pour durer longtemps en fait. Hein. Le vivant innove depuis toujours, depuis la nuit des temps. Il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Sur le suivant, le vivant, en fait, est extrêmement parcimonieux en énergie. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Vous connaissez un polytechnicien capable de faire ça, vous? Ça n'existe pas. Il m'a avoué d'ailleurs récemment qu'ils avaient fait des moteurs thermiques dans les années 50 qui consommaient 1 litre de kérosène au kilomètre. Bon, ben voilà. Comment voulez-vous, avec cette imprévoyance-là, qu'on n'ait pas des soucis aujourd'hui avec ce CO2, on ne sait pas quoi faire? La nature ne s'auto-empoisonne jamais. La nature fait des poisons ultra violents, mais elle sait les dégrader. Elle a toujours un acheteur gratuit pour ses déchets. Et nous, on met tout à la décharge. C'est aussi un des principaux drames de l'humanité. Arrêtons de mettre à la décharge. Recyclons. Pour ça, il faut une éco-conception, bien sûr, de ce qu'on va utiliser. Et pour terminer, le vivant travaille avec des produits qui sont simples, hein, dans les conditions ambiantes, avec azote, hydrogène, oxygène, et carbone, bien sûr. Hein. Donc la conclusion, elle est claire. Hein. Stopper cette économie actuelle stupide et suicidaire qui consiste à faire du profit, à gagner de l'argent en tuant ce vivant, en le dégradant ou en le surexploitant. Et ma conclusion, elle est là. En fait, je vous ai mis les options classiques connues que le climat influe le vivant, ça c'est bien connu, c'est très clair. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que le vivant qui s'en va influe le climat dans l'autre sens. Et qu'il y a infiniment plus de coopération que de compétition dans le système vivant. Et pour ça, il nous faut 4 acteurs. C'est la dernière image. Non, elle n'est pas là, je vous les donne. C'est la recherche scientifique. Et je vais le hurler, la science n'est pas une opinion. Claire, hein. Tous nos hommes politiques sont bourrés d'opinions. Ils ne connaissent rien en science. Je ne suis pas pour un monde dirigé par les scientifiques, ça ne marcherait pas. Mais il faudrait les écouter un petit peu plus. Hein. La science, la politique, laquelle? Et moi, je suis de ceux qui disent que tous les partis politiques
devraient faire de l'écologie scientifique, pas uniquement les écologistes. Le troisième aspect, c'est bien sûr les ONG, les citoyens. On a vu les sciences participatives. Et le dernier, je vais vous surprendre, c'est l'entreprise. Dans un monde capitaliste comme c'est le cas aujourd'hui, alors on pourra peut-être le changer un jour, mais ce n'est pas parti pour l'instant, il faut que l'entreprise s'empare massivement de ces questions-là. Il y en a, j'en connais, je travaille avec eux, c'est très encourageant parce qu'ils vont beaucoup plus vite que tout ce qu'on peut imaginer. Il faut l'association des quatre, hein. Par exemple, des gens qui travaillent dans les fonds comme les assurances, hein, font des choses extrêmement intéressantes. On a eu une réunion à Paris il y a une semaine avec le Premier ministre sur c'est quoi une entreprise privée régénérative. Allez-y, c'est super intéressant. Voilà, donc pour clore là-dessus, ce que je vous dirais simplement, c'est que we have to change, hein. Il ne faut pas être paralysé par ce qui se passe, c'est inquiétant, c'est préoccupant. Je ne suis surtout pas collapsologue, surtout pas catastrophiste. Ce que je dis simplement, c'est que retroussons-nous les manches et travaillons tous ensemble en mettant les femmes à leur place qu'elles auraient toujours dû avoir. Les femmes sont un puissant levier pour avancer plus vite dans ces considérations-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gilles, pour ton intervention vraiment passionnante. Donc, effectivement, maintenant, j'imagine que vous avez noté énormément de chiffres, d'informations. Moi-même, j'ai pris des notes, Gilles. Pour les enseignants qui nous écoutent, du coup, vous pouvez maintenant poser vos questions. Donc, je vous le rappelle, ça peut soit se faire par écrit sur l'interface de chat. Donc, il vous suffit de trouver cette petite interface qui s'appelle questions. Ou alors, vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de la main levée pour demander à prendre la parole. Et dans ce cas-là, j'active votre micro et vous pouvez directement échanger avec Gilles Boeuf. Alors, j'ai une première question qui apparaît dans le chat de la part de Stéphanie Bousquet, qui te remercie pour ton intervention et qui dit, on parle beaucoup ici et là d'actions citoyennes, parfois dans le cadre scolaire, de type nettoyage des plages, etc. Mais qu'allons-nous faire de la bouillie plastique dont Tara parlait déjà il y a des années, de ces microplastiques visibles en millefeuilles sur nos plages et qui s'est infiltré jusque dans nos terres? Que pouvons-nous dire à nos élèves sur ce sujet? Alors, il y a un groupe qui s'est lancé, qui s'appelle Plastic Odyssey. Allez voir ce qu'ils font. Ce sont des jeunes, des ingénieurs, d'ailleurs souvent des ingénieurs, même des polytechniciens aussi. C'est également ce que fait Roland Jourdain avec des polytechniciens qui sont vraiment convaincus de la sobriété, hein. Et ben, simplement, en ce moment, ils font des carburants à partir de plastique. Il faut les recycler de façon intelligente. Alors, diminuer le plastique, c'est la première chose qu'il va falloir faire, hein. C'est un vrai travail. Est-ce qu'on peut? Pas simple du tout. En tout cas, il ne devrait plus jamais arriver à l'océan, ce plastique, hein. Il doit être piégé avant d'arriver à l'océan. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut le recycler? C'est pas évident. Durable, oui, on peut faire des plastiques qui peuvent durer aussi longtemps qu'un morceau de métal. Mais là, il y a une vraie question essentielle, hein. Vous savez qu'en ce moment, il y a un gros débat d'un colloque international sur le devenir des plastiques. Qu'est-ce qu'on en fait? On est tous bourrés de plastique, hein. L'océan, on est bourré, avec non pas des continents, comme on avait dit, mais des accumulations, des gires de plastique, hein. Il y en a au moins 5 connus au monde, hein, dans les grandes mers de la planète. Et ça, c'est une question vraiment essentielle qu'il faut regarder de très près, effectivement. Il faut trouver des moyens d'utiliser ces plastiques. Alors, une autre question qui arrive de la part de Capucine Détombe qui te demande, Gilles, est-ce que les mesures de protection, type parc naturel ou aire marine protégée, sont réellement efficaces? C'est une très bonne question. Alors, on s'est beaucoup posé, bien sûr, cette question-là. Alors, je vais dire oui. Oui, si on respecte un minimum de moyens. On a de très jolis papiers depuis quelques mois, là, très récents, qui montrent, alors, à l'échelle planétaire, on travaille autant à Bornéo qu'à Java, qu'au Canada ou bien dans les Pyrénées. Si on y met des moyens financiers, des moyens humains, ça marche, hein. En mer, moi qui m'intéresse bien à l'océan comme Tara, on a des réserves marines qui marchent très bien. Par contre, je prends un cas d'une réserve qu'on a mis en avant, c'est le parc naturel de la mer de Corail, que moi j'ai présidé le conseil scientifique de ce parc national. On a un bateau de 24 mètres pour surveiller 2,5 fois la surface de la France. Comment voulez-vous que ça puisse marcher? Par contre, dans les aires qu'on a bien travaillé, bon, Porquerolles par exemple en Méditerranée, ou Banyuls chez moi en pays catalan, on a des jolis effets réserves. Donc maintenant, on a pas mal de choses, on sait que ça peut marcher. Donc il faut effectivement, par contre, que tout le monde s'y colle. Et puis surtout, et là je me suis vraiment mis en colère contre ce gouvernement, hein, qui nous fait des aires marines protégées et qui permettent le chalutage dedans. Ça, c'est se foutre du monde, je pèse mes mots, hein. Si on fait une aire marine protégée, on ne fait pas d'activité destructrice.
Soft, pourquoi pas, mais pas destructrice. Or, le chalutage est quand même la pire des systèmes de pêche qui puissent exister. Donc, ça peut marcher si on y met les moyens. Alors, une autre question qui nous vient de la part de Nathalie Mocochin qui te demande, Gilles, croyez-vous possible l'extinction de l'humanité? Bien sûr que oui, ça va se passer un jour, pas dans une immédiateté. Je vais lancer un petit pan. Vous rappelez-vous, enfin, 2006, un compagnon de Cousteau qui s'appelle Yves Pacalet, qui a écrit beaucoup avec lui, qui est un écologiste hein, bien connu, faisait un petit pamphlet, l'humanité va disparaître, bon débarras. Vous pouvez la retrouver. Alors, j'ai bien aimé le premier chapitre, après j'aime pas trop la façon dont il termine ça. Donc oui, ça se passera un jour, mais à quelle échéance? En gros, une espèce comme l'humain. Donc l'humain, aujourd'hui, on date Sapiens à 400 000 ans à peu près. Les travaux de Jacques Hublin en Afrique, au Djebel Irhoud au Maroc, 400 000. Bon, bah écoutez, une espèce terrestre, ça vit à peu près entre 500 000 et 2 millions d'années. L'espèce marine, ça vit plus longtemps. Hein. On a des espèces marines qui peuvent vivre 8-9 millions d'années parce que le milieu est beaucoup plus stable. Donc l'humain, il s'en ira un jour. La question, c'est effectivement de ne pas partir avec tous les autres. Hein. Moi, ce qui m'embêterait beaucoup aujourd'hui, c'est que bon, bah, l'humain, écoutez, s'il s'en va, je ne suis pas pour la deep écologie en voulant détruire les humains. Ce n'est pas du tout ma façon de faire. Hein. Finalement, avec le temps qui passe, je prends de l'âge, j'aime les humains, malgré toutes les bêtises qu'ils font, et je me dis, il faut leur apprendre à être en harmonie avec cette planète qui les abrite. Hein, quand on dit il faut sauver la Terre, elle s'en fout, la planète, elle s'en fout complètement. C'est nous dessus qu'il faut sauver. Donc, disparition d'humains à un moment, oui. La question, c'est quand. Et puis surtout, moi, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est qu'on risque, nous, de s'abîmer énormément en détruisant tous les autres. Hein. Les tardigrades, ce n'est pas leur problème, les bactéries non plus, mais bon, les éléphants, les girafes, bah, ils partiront avec nous. Et ça, c'est très triste parce qu'ils n'ont rien demandé à personne, bien sûr. Hein. Merci beaucoup, Gilles. Je vois l'heure qui passe, donc je vais pas te retenir plus longtemps. Merci pour ton temps. Je vais juste repartager un petit coup mon écran pour vous parler de la suite du programme. Donc, la Tara Academy, vous savez, elle a été inaugurée là avec Gilles. Elle continue avec Jean-François Guiglione la semaine prochaine, qui nous parlera de pollution plastique. Fin mai, ce sera Éric Guillardi, qui est océanographe, qui nous parlera du lien entre l'océan, le climat et nous. Et puis début juin, nous aurons le plaisir d'accueillir Marcel Babin, qui nous parlera de la vie dans la banquise, donc bien dans la glace de mer. Alors Gilles, du coup, comme prévu, je te laisse le mot de la fin. Et puis si tu as aussi quelques petites recommandations de lecture ou de conférences à regarder pour continuer à creuser ce sujet, je pense que les enseignants qui t'écoutent seraient bien preneurs. Oui, d'abord, les gens que vous allez écouter, écoutez-les, ce sont des amis. Hein. Il y en a un qui est même dans mon laboratoire à Banyuls, et puis Éric Guillardi, je le connais très bien aussi, parce qu'on travaille beaucoup ensemble comme conseiller de l'éducation nationale et des programmes. C'est un spécialiste du phénomène El Niño, et notre ami aussi, il travaille sur l'Arctique, c'est super intéressant. Donc, tous des scientifiques motivés, intéressants, qui savent communiquer, c'est important, bien sûr, aussi. Il faut avoir envie de le faire. Hein. Alors, mes recommandations, ben, en lecture, bon, bah, je peux vous recommander d'abord ma leçon inaugurale au Collège de France, qui vient d'être rééditée, hein, qui s'appelle Biodiversité de l'océan à la cité chez Fayard, et qui a 10 ans, mais qui est parfaitement encore d'actualité. Les livres de mon ami Marc-André Sellos, que j'aime beaucoup, sur les sols. On a parlé tout à l'heure de Jamais seul, par exemple. Le livre d'Éric Batteste aussi sur les bactéries du tube digestif et de l'utérus. Et puis des ouvrages actuellement qui sont très intéressants sur l'évolution des écosystèmes. Allez regarder un petit peu la revue de Conversation, c'est aussi intéressant. Et puis surtout, cultivez-vous, arrêtez de croire toutes les fake news qui sont un petit peu partout. Participez-vous. Tout à l'heure, quelqu'un posait une question sur les sciences participatives avec les enfants. Je m'intéresse beaucoup, moi aussi, avec mes amis d'un groupe basque, d'une ONG qui s'appelle en fait Water Family, hein, enseigner l'écologie scientifique, pas l'écologisme, hein, les scientifiques aux enfants dès l'école maternelle, ça marche superbement, ils sont curieux, intéressés. C'est Viginature École aussi, avec le muséum. Hein. Relisez les notes des colloques qui se déroulent en ce moment. Il y a plusieurs livres sur le biomimétisme aussi qui sont assez intéressants. Regardez cette série sur Internet, Nature égale futur. Et puis, vous pouvez retrouver aussi toutes ces conférences. Hein. Moi, ma leçon inaugurale au Collège de France, mes cours au Collège de France, ma leçon inaugurale à HEC, ma leçon inaugurale à Sciences Po Paris. Vous verrez comment on peut intéresser des économistes ou des politiques à ces questions d'écologie scientifique. Hein. C'est vraiment intéressant.
Puis cultivez-vous, puis surtout, ben, écoutez, associez-vous, lisez, participez, travaillez sur le terrain, faites des choses participatives avec nous au muséum. C'est vraiment chouette, hein. Vous avez Sauvage de ma rue sur les plantes qui reviennent dans Paris. Vous avez Spipol, on photographie des pollinisateurs sur une fleur. On peut le faire avec des enfants. Tout ça, c'est très, très important. Mais c'est vrai que le côté population est très important. Puis surtout, quoi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est des mouvements très délétères qui s'emparent de ça, qui n'y connaissent rien, qui disent n'importe quoi. Et le Covid a fait beaucoup de mal, à la fois à la politique, mais aussi à la science, hein. On a très mal communiqué là-dessus. Alors maintenant, les gens sont un petit peu tous inquiets, se demandent ce qui va se passer. Et c'est parce que simplement, sur Internet, aujourd'hui, quelqu'un qui a bossé 30 ans sur un sujet, il pèse pas plus lourd dans une communication qu'un type qui a lu 10 lignes dans un papier. Donc, on ne peut pas continuer comme ça, bien sûr. Donc, tous ensemble, il faut qu'on vive beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus de partage, on a dit, c'est très important. Les femmes, bien sûr, avec un rôle extrêmement important. Je terminerai en disant ce que disait Gandhi, élever un petit garçon, c'est élever une personne, élever une petite fille, c'est élever une famille. Donc, aussi important que ramener de la vie dans les sols, de préserver l'océan, mettre toutes les petites filles de la Terre à l'école. C'est très important. Merci.